Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 août 2025 et nos amis Richard D. Wolff et Michael Hudson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Heureux d'être ici. Michael, je voudrais commencer avec vous. Vous pensez que l'issue de ces deux réunions, entre les États-Unis et la Russie, puis les Européens venant aux États-Unis avec Zelensky, montre d'une certaine manière que Trump pousse l'OTAN vers de nouvelles guerres par procuration après l'effondrement de l'Ukraine? Quelle est votre logique? Comment comprenez-vous cela? Eh bien, une partie de la logique réside dans le fait que tout le monde semblait si harmonieux à la fin des réunions à Washington. Et les médias traditionnels ont dit « Regardez comme l'Europe a capitulé face aux États-Unis ». Trump a déclaré « Je veux la paix en Ukraine, la paix avec la Russie ». En gros, la position de Trump est « Oublions l'Ukraine ». La guerre en Ukraine est terminée. Nous savons ce qui va se passer. La Russie va prendre le contrôle. Il n'y a rien que Zelensky, ni que les pays européens puissent faire en fournissant des armes qui puissent empêcher la victoire de la Russie. Alors oublions cela. Bien sûr, nous soutiendrons Zelensky dans sa tentative d'envoyer ses troupes. Il a apparemment lui-même mobilisé le bataillon Azov pour aller réellement au front, se battre et être décimé. Qu'il se batte et dérange la Russie et l'Ukraine autant que possible. Russia and Ukraine as much as possible, but let's talk about what we really want. Mais parlons de ce que nous voulons vraiment. Nous détestons toujours la Russie. Je déteste la Russie autant que vous, a dit Trump. Mais nous n'allons pas battre la Russie en Ukraine. Parlons donc des endroits où nous pouvons battre la Russie. Eh bien, nous pouvons commencer à la déranger, cela a déjà été démontré. Nous pouvons la déranger dans les pays baltes. Nous pouvons saboter ses pétroliers. Nous pouvons bloquer le commerce des pétroliers russes dans la Baltique. Nous pouvons embêter la Russie en Azerbaïdjan et en Arménie. Nous pouvons construire cette route non seulement pour menacer la Russie, puisque l'Azerbaïdjan s'est déjà pratiquement détaché de la Russie, mais aussi pour menacer l'Iran, tout le soutien mutuel russo-iranien. Nous pouvons menacer la Russie en Syrie en soutenant la prise de pouvoir de Netanyahou et son alliance avec les terroristes d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra, de la mouvance wahhabite là-bas, afin de préparer une attaque contre la Russie et l'Iran, la Russie depuis le sud. Donc nous pouvons battre la Russie en Syrie. Nous pouvons chercher partout dans le monde des endroits où nous pouvons déstabiliser non seulement la Russie, mais aussi les BRICS. Et c'est là que nous avons une chance de vraiment renforcer et ouvrir de nouveaux fronts contre la Russie, en la forçant à se battre sur plusieurs fronts. Et je pense que les Européens ont dit « Oh, sommes-nous soulagés? Nous pensions que vous vouliez la paix. » Et je crois que Trump a répondu « Écoutez, laissez tomber. » La raison pour laquelle je fais tout un tapage à propos de vouloir le prix Nobel de la paix et que j'appelle l'ancien chef de l'OTAN, qui est maintenant ministre des Finances de la Norvège, en lui demandant « Pensez-vous que je peux obtenir le prix de la paix ?» C'est qu'il veut donner l'impression d'être un homme de paix, alors qu'en réalité, il a travaillé avec l'État profond pour planifier toute une guerre, non seulement contre la Russie et l'Iran, mais aussi contre les BRICS. On parle maintenant de son projet d'attaque contre le Venezuela, d'envoyer des forces spéciales pour kidnapper ou tuer Maduro. Il a dit, eh bien, vous savez, au cas où il y aurait une chance de gagner le prix Nobel de la paix, que faut-il faire pour le remporter? Il faut être comme Kissinger. Kissinger a envoyé des assaillants pour assassiner Allende et installer le gouvernement fasciste de Pinochet. Eh bien, Trump va envoyer des assaillants pour kidnapper ou assassiner Maduro et mettre en place un gouvernement de droite pro-américain et répandre cela dans toute l'Amérique latine. On voit déjà les élections boliviennes basculer vers la droite. Je pense que Trump a prévu de suivre les néoconservateurs de la CIA, de l'Agence de sécurité nationale et de l'armée à la lettre,
mais il veut en quelque sorte empêcher le reste du monde de se rendre compte qu'il faut vraiment s'organiser et que cela va vraiment être une guerre. We've really got to organize, and this is really going to be a war. He's trying to. Il essaie d'émousser leur prise de conscience quant à ce qu'ils cherchent réellement à faire, et tout ce qu'il a fait est à l'opposé de ce que ferait quiconque souhaite la paix. Il essaie de préparer un dossier aussi solide que possible pour ce qu'il considère comme la bataille finale. Et par bataille finale, je pense qu'il a adopté l'argument néoconservateur selon lequel eh bien, nous sommes en train de perdre l'Empire. Nous perdons notre influence. Et dans cette optique, si notre influence doit décliner, alors plus tôt nous irons en guerre, moins cela nous coûtera. Parce que plus nous attendons avant d'entrer en guerre, plus la paix dure, plus la Chine, la Russie, l'Iran, les BRICS, la majorité mondiale vont gagner en puissance. Ce que Trump a réussi à convaincre les Européens d'accepter, c'est d'accord, nous allons abandonner l'Ukraine. Bien sûr, nous allons essayer de stabiliser l'Ukraine. Notre contrôle, nous allons insister, eh bien, nous devons soutenir la sécurité de l'Ukraine. Mais que signifie la sécurité pour les États-Unis? Cela signifie la capacité de contrôler totalement un gouvernement fantoche. Si vous ne contrôlez pas un gouvernement fantoche, vous vous sentez en insécurité. Si vous n'avez pas le pouvoir de le détruire, vous vous sentez en insécurité. Tout comme Netanyahou se sent en insécurité s'il ne peut pas exterminer les Palestiniens. Pour l'Amérique et Zelensky, l'Ukraine russophone est la Gaza de l'Ukraine. C'est exactement le même sentiment de haine qu'il a essayé de susciter là-bas. Et on pourrait dire qu'il a cette même attitude antagoniste, c'est presque un combat religieux, de soutien aux valeurs américaines et à l'autocratie, la capacité de contrôler le reste du monde. Et si nous ne nous battons pas maintenant, nous perdrons certainement un combat si nous le faisons plus tard. Je pense que la Russie l'a immédiatement compris il y a 2 jours, lorsqu'elle a déclaré avoir bombardé les raffineries de pétrole et les installations d'exportation d'Odessa. Il s'agissait des installations d'exportation appartenant à l'Azerbaïdjan pour exporter le pétrole azéri vers le reste du monde. Je pense que cela représentait peut-être 25% du commerce extérieur de l'Azerbaïdjan. Donc la Russie a immédiatement réagi, et le fait qu'elle se concentre maintenant sur la lutte contre l'Azerbaïdjan, je ne sais pas ce qu'elle va faire en Syrie. Je pense que les Russes et les Américains comprennent ce qui se passe. Je ne vois aucune discussion dans les médias. Et même certains de vos invités sont optimistes en pensant que peut-être Poutine veut vraiment entrer dans l'histoire comme le prince de la paix, plutôt que comme le démon de la guerre. Richard, je me tourne vers vous. Voici ce qu'a dit Scott Ritter à propos du cas de l'Ukraine. Trump est très vigilant. En ce moment, nous vendons des armes aux Européens, qui les revendent ensuite aux Ukrainiens. Et le président Trump prend une marge de 10% sur ces armes. Donc peut-être que ces 10% couvriront le coût de la couverture aérienne. Je me demandais, quel est ton avis sur les 2 réunions que nous avons eues, d'abord en Russie, puis aux États-Unis, avec la venue des Européens? C'est assez incroyable. Je ne sais pas si tu as vu les photos que nous avons reçues de Russie. À Washington, là tu vois Donald Trump. Je ne sais pas si tu te souviens, Richard, de ces photos de 2016 ou 2017, où Donald Trump était assis à une table et tout le monde se tenait au-dessus de lui, essayant, tu sais, d'une certaine manière de l'attaquer ou de lui parler. Mais cette photo est totalement différente. Elle montre à quel point les dirigeants européens semblent, d'une certaine façon, désespérés dans leur attitude envers le président américain. Que se passe-t-il? Quel est ton avis sur ce qui s'est passé, Richard?
Eh bien, c'est intéressant. J'aborde la question un peu différemment de Michael, mais je soupçonne que si nous avons le temps, nous pourrons comprendre comment les deux points de vue pourraient, en fait, être compatibles. Donc, laissez-moi répondre. Je commence par Scott Ritter. Et tout ce que je peux dire, c'est que je suis sûr que sa mère est très fière de lui. Mais pour le reste d'entre nous, pas vraiment. Je veux dire, c'est embarrassant. Presque chaque fois qu'il parle, c'est embarrassant. La moitié du temps, je n'ai aucune idée d'où il vient. Sa fidélité envers M. Trump va du répugnant au pathétique. Mais au-delà de cela, je ne saurais quoi dire. Examiner l'arrangement entre les États-Unis et l'Europe et concentrer l'attention sur la majoration de 10% dans le transfert des armes. Je veux dire, c'est regarder un immense tableau et se focaliser sur une dimension infinitésimale et sans importance. Et c'est de cela que vous allez parler. Il faut prendre du recul. Et tu as raison, Nima. Tu as raison de considérer la situation différente des Européens par rapport à M. Trump à l'époque et aujourd'hui, car c'est important aussi. Ce qui est important ici, c'est la subordination de l'Europe. C'est la fin de l'Europe maintenant, 500 ans depuis la Renaissance. Époque où l'Europe pouvait être le centre du monde grâce à sa conquête coloniale du reste du monde, grâce à son développement précoce du capitalisme, grâce à sa première période d'industrialisation, où l'on pouvait dire qu'elle était en tête d'une certaine manière. Et peut-être que ce n'était pas la seule région du monde à l'époque. Je ne sais pas grand-chose de ce qui se passait en Chine il y a tant de siècles, etc. Mais pour une grande partie du monde, c'était la puissance, le centre, la richesse. Et regarde-la maintenant. C'est comme un groupe d'enfants de maternelle emmenés par leur institutrice dans le grand bâtiment de l'homme important, la Maison Blanche, où ils sont rassemblés sur des chaises pour discourir ou écouter les balivernes qui sortent de la bouche de M. Trump. Je veux dire, je sais ce qu'ils pensent secrètement de lui parce qu'ils l'ont dit dans de nombreuses interviews dans leur propre pays. Je suis certain de ses propos en France et en Allemagne. Je sais ce que des dirigeants, y compris ceux assis là, ont dit à son sujet. Et les voilà, comme des chiots. Pour moi, historiquement, c'est cela le plus important. Et je sais que nous n'aurons peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais si l'on regarde l'accord commercial qui a été conclu entre M. Trump, von der Leyen et les Européens, les Américains auront en gros imposé un tarif douanier uniforme de 15%, auquel tous les Européens devront en quelque sorte se soumettre. En échange, les Européens ont supprimé les droits de douane qu'ils avaient, de sorte que les États-Unis bénéficient pratiquement d'une carte blanche. D'ailleurs, cela ne suffit pas à accomplir grand-chose sur le plan économique, du moins à court terme. Mais c'est suffisant pour montrer que le pays colonial est devenu la colonie et que la colonie est devenue le colonisateur. La Grande-Bretagne et l'Europe sont désormais des acteurs mineurs dans un jeu orchestré par M. Trump et les États-Unis. Et l'ironie de tout cela, c'est que les États-Unis agissent ainsi, comme Michael l'a justement dit, parce que l'Empire est en déclin. Ils ne veulent pas dépenser l'argent. Ils veulent profiter de ceux qu'ils contrôlent pour leur imposer le coût d'un empire déclinant. Ils doivent s'engager à investir aux États-Unis. Ils doivent s'engager à acheter du gaz naturel liquéfié et d'autres produits énergétiques aux États-Unis. Ils doivent ouvrir leur secteur de la pêche et de l'agriculture aux produits américains, ce qui représente un secteur important, et ainsi de suite. Donc c'est formidable. Il faut faire tout cela parce que nous manquons d'argent. Et l'ironie, c'est que M. Besant, il le sait. Il a en quelque sorte compris cela. Et pour quelqu'un comme lui, c'est un accomplissement. Et la façon dont cela se manifeste, c'est qu'il se concentre sur la marge de 10%. Quoi? Vous savez, seule une personne qui compte chaque sou imposerait des contraintes là-dessus. Je trouve
que dans l'histoire de l'Europe, c'est une humiliation. Et je crois, et je sais que ma conviction est en partie fondée sur l'espoir. Je le comprends. Mais bien sûr, permettez-moi de rappeler à tout le monde que c'est aussi vrai pour tous les autres. Je ne fais que l'admettre. J'espère que les peuples européens seront écœurés par ce qu'ils voient et que l'on constatera au sein des pays européens, tant à gauche qu'à droite, un désir de ne pas se laisser entraîner dans cette subordination. Permettez-moi de rappeler à tous, y compris aux Européens, si les États-Unis peuvent faire ce qu'ils font actuellement, pourquoi imaginez-vous que le prochain président n'ira pas plus loin encore? Parce que vous dites aux Américains, voici un moyen de résoudre vos problèmes, faites-les peser sur nous. Comment les Européens vont-ils pouvoir maintenir leur programme de protection sociale? L'État-providence d'Europe occidentale pour ses citoyens est bien plus avancé que ce que font les États-Unis. Ils ont pu se le permettre parce qu'ils n'avaient pas de dépenses militaires. Les États-Unis s'en occupaient. C'était un arrangement formidable pour donner un coup de pouce keynésien militaire aux États-Unis, qui en avaient besoin, puisque nous ne sommes jamais vraiment sortis de la Grande Dépression. La Seconde Guerre mondiale nous en a sortis, et le budget de la défense nous a soutenus depuis lors. Nous avons donc pris cela en charge pour l'Europe, afin qu'ils puissent utiliser l'argent qu'ils auraient dû consacrer à l'armée pour offrir à leur population des soins de santé, l'éducation gratuite et tous les autres avantages dont ils bénéficient, et que les Américains ignorent, car il serait très difficile de ne pas les accorder aux Américains s'ils en avaient connaissance. Très bien. Alors que va-t-il se passer en Europe s'ils ne reçoivent plus ces avantages, s'ils doivent payer toutes sortes de coûts, s'ils doivent faire toutes sortes d'ajustements? Ils vont réduire leur protection sociale. Ils sont déjà en train de le faire. Ils vont continuer à réduire leurs aides sociales. Eh bien, il y a deux choses. En Allemagne, comme Michael l'a souligné la semaine dernière, les sondages montrent que l'Alternative für Deutschland obtient désormais de meilleurs résultats que le Parti chrétien-démocrate, qui était autrefois le parti dominant en Allemagne, parfois en partenariat avec les sociaux-démocrates. Mais aujourd'hui, les sociaux-démocrates se sont en grande partie effondrés. L'alternative, c'est-à-dire la droite, dit « Nous ne voulons pas être dans cette position ». En France, c'est la gauche. La droite est présente et a de l'importance, mais c'est la gauche qui mène l'action. La gauche est la plus grande faction au Parlement, et elle vient de déclarer, et je suis cela de très près, « bloquons tout », c'est-à-dire « bloquons tout » en anglais. C'est le slogan. Et le 10 septembre, ils vont descendre dans les rues de Paris, Lyon, Marseille, Nice, toutes les grandes villes de France, pour paralyser le pays. Et vraiment, ils l'ont déjà montré avec leurs gilets jaunes. Ils l'ont montré avec leur histoire qui remonte à la Révolution française. Il ne faut pas pousser ces gens-là trop loin, car ils ont en eux un gène qui semble manquer au reste d'entre nous. La capacité de mobiliser leur peuple. J'ajouterai donc que c'est un empire en déclin. Il prend des mesures extraordinaires. Si l'on veut accorder à M. Trump le mérite d'avoir reconnu que la guerre en Ukraine, sur laquelle une somme colossale a été gaspillée pendant 3 ans, d'accord. Mais en attendant, les autres choses qu'ils font, qu'ils soient néoconservateurs ou non, ce sont des détails. Cela ne fonctionnera pas. S'amuser avec l'Azerbaïdjan? Vous plaisantez. Qu'allez-vous accomplir en assassinant M. Hurley? What are you going to accomplish by murdering Mr. Maduro? I mean, really, these are... Je veux dire, vraiment, ce sont les actes désespérés d'un empire en déclin. Et ils seront perçus comme tels. Écoutez, je soupçonne, c'est simplement mon point de vue, qu'une grande partie du tapage autour de l'Azerbaïdjan, et Michael a raison de s'y intéresser, ou en Syrie, ou au Venezuela,
ou s'ils relancent le tapage autour de Taïwan une fois que la question ukrainienne sera réglée, ce sont effectivement des coups typiques de Washington. Mais pour moi, cela ressemble à un effort désespéré pour maintenir le théâtre de l'impérialisme américain, alors que la réalité n'est plus là. Leur problème, qu'ils connaissent, c'est la Chine et les BRICS. Ces pays-là connaissent une croissance bien plus rapide que les États-Unis. Ils ont connu une croissance plus rapide tout au long de la guerre en Ukraine. Je veux rappeler aux gens que la croissance économique annuelle de la Chine est autour de 5%. Celle des États-Unis est 2 fois moindre, si ce n'est moins. American growth per year, half that, if that. And India is even faster. Russia grew faster. Et l'Inde va encore plus vite. La Russie a connu une croissance plus rapide pendant la guerre qu'auparavant, plus rapide que n'importe quel pays européen, y compris les États-Unis. Vous perdez sur tous les fronts. Et une grande partie de ces efforts, en fait, j'irais jusqu'à dire que la guerre en Ukraine elle-même démontre qu'ils n'en sont pas capables. Et je pense que c'est une crise pour l'Europe que nous ne mesurons pas à sa juste valeur. Toutes ces personnes assises autour du bureau que vous venez de nous montrer, celui de M. Trump dans le bureau ovale, ce sont les dirigeants qui sont nés, qui ont fait toute leur carrière comme alliés des États-Unis, des alliés subordonnés, ceux qui avaient été vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale, qui en sont sortis ruinés, qu'ils aient été du côté des vainqueurs ou des vaincus. Ruined if they were on the losing side. The United States is the dominant and they're going to... Les États-Unis sont la puissance dominante et ils vont reconstruire l'Europe comme si tout était fini pour eux. Ce sont des gens désespérés, désespérés pour leur propre carrière, désespérés dans leur vision du monde. Ils ont misé sur le mauvais cheval et il est trop tard pour descendre. Alors ils vont continuer à le monter tant qu'il tiendra debout. Ils poursuivront la guerre en Ukraine indéfiniment s'il le faut. Regardez-les, c'est ainsi qu'ils parlent. Ils ne voient aucune défaite. La Russie avance de X kilomètres vers l'ouest, ils ne le voient pas. C'est une démonstration extraordinaire de faiblesse, et le théâtre qui l'entoure ne devrait pas masquer cela. Vas-y, Michael. Richard, we always end up in agreement. Richard, nous finissons toujours par être d'accord. Je pense que la réaction européenne a dépassé le simple dégoût. Ils ont maintenant peur. Il y a un excellent éditorial dans le Financial Times d'aujourd'hui, une tribune de la professeure Schock, qui affirme que la nouvelle arène, la plus importante entre les États-Unis et l'Europe, et en réalité le reste du monde, concerne l'intelligence artificielle. Elle explique que la politique américaine, surtout sous Trump, a consisté à transformer toute forme de commerce en une arme, en menaçant de rendre le partenaire commercial dépendant. Par le passé, l'Amérique a fait exactement cela avec le pétrole et les exportations de céréales, prête à fermer les robinets et à couper la nourriture, à isoler, à imposer des sanctions et à isoler d'autres nations, à les affamer ou à leur couper l'énergie si elles n'obéissent pas. Or cut off their energy if they don't obey. Schock says that the new weaponization... Schock affirme que la nouvelle instrumentalisation du commerce extérieur américain vise spécifiquement l'Europe, car c'est à ce public qu'elle s'adresse dans le Financial Times et qu'elle se concentre sur l'intelligence artificielle. Elle explique que l'un des points centraux de l'accord, que les États-Unis font pression sur l'Europe pour qu'elle le signe, c'est que l'Europe n'aille pas au bout de ses projets de régulation de l'intelligence artificielle, d'Internet informatisé, du cloud et de toutes ces technologies connexes. Cela maintiendrait l'Europe dépendante des États-Unis pour les algorithmes et la manière dont l'ensemble du système d'intelligence artificielle est programmé, de façon à verrouiller les utilisateurs. Cela enferme les utilisateurs, car à mesure que le système se répand et devient plus largement utilisé, le coût de création d'un système alternatif devient de plus en plus élevé. Et que si l'Europe ne parvient pas à empêcher la domination américaine de l'IA dès maintenant, et n'essaie pas d'affirmer sa propre capacité en matière d'IA
de fabrication de puces et dans tous ces domaines. Basiquement, la manière dont le système d'intelligence artificielle est structuré, sa logique interne, alors elle sera enfermée dans ce système. Je ne suis pas un spécialiste en informatique, donc je ne peux pas entrer dans les détails, mais elle entre dans les détails et explique qu'en gros, les États-Unis peuvent imposer un système du type garbage in, garbage out au reste du monde. Elle ne l'appelle pas ainsi. Elle dit simplement qu'ils construisent l'algorithme de façon à refléter les valeurs et la politique américaine. Et dans ce processus, dit-elle, Trump est en train de transformer l'Amérique en autocratie, non en démocratie. Et son mode de contrôle sur l'Europe se trouve dans ce nouveau secteur en pleine croissance. Remplacer le pétrole, remplacer la nourriture. Maintenant que d'autres pays disposent de sources alternatives de pétrole et produisent leur propre nourriture, la seule chose qui reste à conquérir, c'est l'intelligence artificielle. Et je pense que ce sont les fameuses Magnificent Seven, ces actions liées à l'IA, qui représentent 80% de la hausse de la valeur des cours boursiers aux États-Unis. Ce domaine économique est très important. Tu soulèves aussi un point essentiel. Qu'en est-il de l'opposition en Europe? Eh bien, imaginons de revenir à la réunion de lundi. Si Trump avait vraiment voulu mettre l'Europe dans l'embarras, imagine s'il avait dit « Je sais que beaucoup d'entre vous, dirigeants, êtes issus d'élections passées, mais vous devez comprendre qu'à la prochaine élection, nous allons voir l'alternative für Deutschland remplacer Merz. » Nous allons voir la gauche française remplacer Macron. Et en Angleterre, on pourrait s'attendre à ce que Starmer et le Parti travailliste en déclin soient remplacés soit par Corbyn à gauche, soit par une alliance entre Corbyn et le Parti nationaliste, le leader du Brexit, là-bas. Il aurait réuni tout le monde pour dire « Mettons-nous autour de la table et voyons ce que chacun propose ». Et ces autres groupes auraient tous dit « Nous sommes contre la guerre avec la Russie, nous sommes contre la guerre en Ukraine ». Mais Trump ne l'a pas fait, et c'est parce qu'ils auraient aussi refusé sa condition d'accepter de le suivre. Nous allons étendre la guerre froide. Nous allons combattre la Russie. Mais vous devez suivre notre leadership dans ce secteur en pleine croissance économique, l'intelligence artificielle. Et il y a un excellent éditorial à ce sujet, qui explique qu'en militarisant la technologie, en militarisant tout domaine du commerce extérieur dans lequel les États-Unis peuvent instaurer une dépendance d'autres pays, cela révèle une politique visant à empêcher ces pays de créer une alternative. Et c'est ainsi que l'Amérique définit la sécurité. La sécurité, c'est empêcher les autres pays d'avoir une alternative. Alors ils peuvent se sentir en sécurité. Voilà ce qu'ils entendent par sécurité pour l'Ukraine. Il n'y a pas d'alternative au contrôle américain d'un gouvernement fantoche. Il faut donc un gouvernement fantoche. Mais cette conception militaire de la sécurité est exactement la même sur le plan économique. On ne peut pas tolérer de technologies indépendantes susceptibles de devenir un rival. Mais qu'est-ce que cela n'inclut pas? Cela peut fonctionner ou non pour l'Europe, mais cela ne fonctionnera certainement pas pour la Chine, qui est déjà en avance dans l'intelligence artificielle, l'informatisation, la fabrication de puces et tout le domaine des percées technologiques, y compris les aimants en terres rares et toutes les autres technologies, y compris le développement de missiles hypersoniques. L'Amérique est en retard dans tout cela. Et la question est, quelle partie du monde avons-nous le pouvoir d'empêcher d'avoir une alternative? Les États-Unis essayent de verrouiller l'Europe, et après l'Europe aujourd'hui, demain, les BRICS, et cela signifie le monde entier. Donc tout cela, je pense, l'Amérique a dit à l'Europe, ne vous inquiétez pas, nous le ferons ensemble, mais ensemble sous l'hégémonie américaine.
Et ce ensemble sera orienté vers la tentative d'établir une masse critique d'intelligence artificielle. Une manière de programmer qui cherchera à détacher d'autres pays, les pays du Sud global, d'autres pays des BRICS, de la Chine et de leur propre système d'IA indépendant que l'Europe vraisemblablement devrait finalement adopter. Et si cela fonctionne, si la Chine et ses pays voisins en Asie parviennent à créer leur propre système d'intelligence artificielle et à empêcher l'imposition de portes dérobées, alors les États-Unis se retrouveront complètement isolés. Et être isolé signifie se retrouver sans ces marchés d'exportation pour équilibrer sa balance des paiements, sa balance commerciale, grâce aux services technologiques. On peut déjà le constater dans la lutte autour d'Intel et dans la tentative d'empêcher, je cherche le nom de l'entreprise américaine de puces, Nvidia, d'exporter davantage vers la Chine. L'Amérique dit, vous pouvez exporter autant que vous voulez. Nous voulons un accès secret afin qu'en actionnant un simple interrupteur, nous puissions désactiver chaque puce Nvidia en Chine, paralyser leurs machines et éteindre tous leurs ordinateurs s'ils utilisent vos puces. La Chine vient donc de prendre des mesures pour bloquer l'exportation de puces Nvidia jusqu'à ce qu'elle puisse s'assurer qu'il n'y a aucune porte dérobée. Mais comment faire? Il faut tellement de temps pour passer en revue les millions de commandes intégrées dans la puce. Alors comment être certain qu'ils n'y ont pas intégré un géolocalisateur ou un interrupteur qui leur permettrait de paralyser la Chine? Un peu comme l'Allemagne avait saboté les raffineries dans les centrifugeuses iraniennes et les avait toutes fait exploser en y installant un contrôle secret. C'est exactement ce que l'Amérique veut faire avec l'IA pour le reste du monde. Et cela devient tellement évident qu'elle insiste là-dessus. Elle a aussi exigé cela pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe continentale. C'est le terrain le plus immédiat de la lutte parallèle à la rivalité et aux combats militaires en cours. On pouvait déjà le voir auparavant. Rappelez-vous l'arrestation de la fille du gentleman chinois, le PDG de Huawei, lorsqu'elle était au Canada, et le fait d'avoir forcé les Canadiens à l'arrêter. Je veux dire, il y avait une anxiété hystérique à propos de ce que vous venez de dire, que les Chinois avaient déjà à l'époque, et cela remonte à de nombreuses années maintenant, la capacité de mener ce type de guerre. Mais au risque de, je ne veux pas enfoncer le clou, je veux être clair, la partie la plus effrayante de ce que Michael nous a exposé, c'est celle qui dit que c'est la stratégie des États-Unis. Mais ensuite, la partie vraiment cruciale, c'est que cette stratégie est contrecarrée par une stratégie équivalente et opposée en Chine et chez les BRICS. D'accord. Cela signifie que les États-Unis se retrouvent face à une situation où ils doivent soit agir militairement maintenant, soit risquer de perdre ce combat. Et si elle perd, eh bien, alors la partie est terminée et l'armée ne résoudra pas votre problème. Mais il pourrait essayer. Et vous savez, l'ironie, c'est que cela donne alors à la gauche américaine son ouverture. Voici ce qui se passe. La gauche américaine devient un mouvement, ce n'est évidemment pas encore le cas, loin de là, mais elle devient un mouvement qui affirme que la meilleure chose pour les États-Unis n'est pas une confrontation avec la Chine, car cela nous coûte trop cher en termes de perte de qualité de vie dans ce pays, étant donné le risque que nous allons perdre, que la Chine est tout simplement trop grande. Et avec les BRICS, c'est ridicule à quel point ils sont plus grands. Et cette grandeur va au final nous submerger. Par conséquent, arrêtons maintenant. Changeons de politique. Trouvons un accord de coexistence avec la Chine comme alternative à la confrontation. C'est un peu comme dire que, si nous allons dans cette direction, nous dirons, vous avez eu une chance en avril 2022, lorsque vous vous êtes assis, si je me souviens bien, à Istanbul,
et que vous avez élaboré la majeure partie d'un accord qui aurait mis fin à la guerre en Ukraine, quelques semaines après son début. Vous auriez obtenu un accord bien meilleur pour l'Ukraine, bien meilleur que ce que vous allez obtenir maintenant. Vous l'avez perdu. Vous vous lancez maintenant, cela devient le mantra, dans la même entreprise perdante dans votre confrontation avec la Chine, sauf que ce sera plus long, plus coûteux et avec des risques encore plus grands. Tirez les leçons de l'Ukraine. Ne recommencez pas. Actuellement, aux États-Unis, cette position rallierait un nombre énorme de personnes, de gauche, de droite et du centre. C'est pourquoi ils essayent de s'assurer que les élections peuvent encore être financées. Je voudrais ajouter une chose. Qu'est-ce qui donne vraiment à l'Asie et à la Chine un avantage total et décisif sur l'Occident en matière d'IA? C'est l'open source. Tout ce que la Chine fait en IA est en open source. Cela rend possible l'installation de portes dérobées. Cela rend impossible le sabotage des puces. L'Amérique ne peut pas gagner dans une compétition loyale. Elle ne peut gagner que par le sabotage, la corruption, l'assassinat, en jouant sale. Mais dans un jeu équitable où tout est ouvert, un peu l'équivalent du libre-échange, elle ne peut pas gagner. C'est le dilemme que Trump et les néoconservateurs ont en commun. Et je pense qu'il faut vraiment considérer Trump comme le chef de file des néoconservateurs dans tout cela, car il est prêt à faire explicitement ce que les autres néoconservateurs n'auraient jamais imaginé pouvoir se permettre. Trump est capable de jouer la carte chrétienne en disant que Dieu lui dit de faire tout cela, qu'il a trouvé la religion, et il parle de ce qu'il doit faire pour aller au paradis. Je ne pense pas qu'aucun des néoconservateurs qui n'était pas ce genre de chrétien aurait jamais imaginé que cela puisse être une stratégie gagnante pour rallier MAGA derrière eux. Mais derrière tout cela, il y a l'idée que le but de toute cette supercherie est d'empêcher l'open source, d'empêcher le libre-échange et d'empêcher les autres pays de faire un choix. C'est cela, la sécurité nationale, empêcher d'autres pays de faire un autre choix que de se subordonner aux États-Unis et de sacrifier leur propre croissance pour rembourser leurs dettes étrangères envers les États-Unis, de dépendre des États-Unis pour leur soutien militaire, d'ancrer leur système d'armement, leurs forces aériennes, leurs navires, à des avions, des navires et des armes américains nécessitant des pièces de rechange et un entretien constant assuré par les États-Unis. Sans pièces de rechange, c'est comme si les États-Unis avaient militairement la capacité d'appuyer sur un interrupteur et de désactiver la capacité des avions supersoniques, chasseurs, navires et sous-marins étrangers à fonctionner. On pourrait appliquer ce système de comment désactiver et neutraliser d'autres pays à tous les domaines. La majorité mondiale se demande comment pouvons-nous fournir des moyens technologiques pour améliorer le niveau de vie du reste du monde. L'Amérique, elle, se demande comment pouvons-nous saboter cet effet. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour retarder le déclin du contrôle américain. Ils ne peuvent pas l'empêcher. Au final, ils ne peuvent que le retarder, et c'est tout ce qu'ils cherchent à faire. C'est un jeu à court terme, mais c'est ce jeu à court terme qui est au centre de la politique et des marchés financiers. Richard, avant de vous donner la parole, voici ce qu'a dit Scott Bessent au sujet de la nature des liens économiques entre la Russie, la Chine et l'Inde, et de la dépendance qu'ils ont développée pendant la guerre en Ukraine. Trump is very vigilant. Right now, we are history though, Becky, and China. Cependant, Becky, historiquement, le fait que la Chine importe du pétrole russe est sous-optimal. Mais si l'on remonte avant 2022, avant l'invasion, 13% du pétrole de la Chine provenait déjà de Russie.
Aujourd'hui, c'est 16%. Donc la Chine dispose d'un approvisionnement diversifié pour son pétrole. Si l'on regarde maintenant, je crois que l'Inde recevait moins de 1% de son pétrole de Russie, et aujourd'hui, je crois que ce chiffre est monté à 42%. Donc l'Inde profite simplement de la situation, où elle revend simplement ce pétrole. Ils ont réalisé 16 milliards de dollars de profits excédentaires, certaines des familles les plus riches d'Inde. Donc oui, ils revendent. À qui? Aux Européens. Il y a 2 jours, Richard, il y a eu une réunion où le ministre des Affaires étrangères de la Chine s'est rendu en Inde pour parler avec Modi. Et Modi l'a publié sur son compte X. Il a dit que la situation, les relations entre l'Inde et la Chine s'améliorent comme jamais auparavant. Je pense que Donald Trump fait tout pour unifier. Il est en train de réaliser quelque chose que personne n'aurait jamais pu accomplir en ce qui concerne ce qui se passe au sein des BRICS. Eh bien, pour moi, ce que je vois, c'est la marche implacable du déclin de l'Empire américain. Il est dans l'intérêt de l'Inde d'obtenir du pétrole à prix réduit, parce que les Russes leur offrent un très bon tarif. Ils ne font que des affaires. Les Russes ne peuvent plus vendre leur pétrole et leur gaz en Europe. C'était une décision européenne et américaine. Fermer le marché, mettre la Russie à genoux en la privant de ses marchés d'exportation. Les Russes se sont tournés vers les Indiens, avec qui ils entretenaient déjà de longues relations commerciales et militaires, et leur ont proposé un prix incroyable. Et bien sûr, les Indiens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? L'Inde n'est pas en Europe. L'Inde ne s'intéresse pas au conflit entre l'Est et l'Ouest à propos de l'Ukraine. L'Inde s'intéresse au développement de son économie, qui est la principale exigence de la population envers le gouvernement. Et obtenir de l'énergie bon marché de la Russie est un moyen d'y parvenir. Je me souviens avoir écouté le très compétent ministre des Affaires étrangères indien, il était vraiment très bon, regarder avec incrédulité le journaliste qui lui demandait « Pourquoi l'Inde achète-t-elle du pétrole à la Russie ?» Il a répondu « Vous connaissez la réponse. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle acheté du pétrole à la Russie? Pourquoi l'Europe en a-t-elle acheté? Que nous demandez-vous? Vous voulez que nous prenions parti dans une guerre à laquelle nous ne sommes pour rien. Eh bien, nous ne sommes pas obligés de prendre parti dans une guerre à laquelle nous ne sommes pour rien. Vous ne prenez pas parti dans votre pays lors de guerres auxquelles vous n'êtes pas mêlés. Alors, de quoi s'agit-il? Il n'y a pas de réponse à ces questions. Et il n'y en a pas, parce que ce qui se passe, et je pense que c'est pour cela que la Chine et l'Inde découvrent qu'elles ont beaucoup d'intérêts communs. Elles en ont toujours eu, n'est-ce pas? L'Inde était une colonie. La Chine ne l'a jamais été, mais elle a failli l'être. Elles ont donc beaucoup en commun. La Grande-Bretagne a été un problème pour toutes les deux. Ils savent tout cela, etc., etc., etc. Et ils savent tous qu'ils seraient mieux lotis s'ils étaient moins dépendants de l'Occident et plus dépendants des autres, comme les uns des autres. Bien sûr, ils devraient augmenter les exportations et les importations entre eux. Ce sont les 2 plus grands pays de la planète. Ils représentent des marchés attractifs l'un pour l'autre. Ils devraient développer leur pays de manière coordonnée, car cela signifierait une croissance plus rapide pour les deux, plutôt que de s'orienter vers l'Occident qui impose ses intérêts à leurs échanges. Et soit dit en passant, ils le savent, ils en parlent, ils en sont conscients. Des économistes que je connais à l'université de New Delhi débattent de ce sujet. D'ailleurs, ils ont des économistes radicaux, d'une manière que les universités américaines ne tolèrent pas. Ils peuvent donc réellement bénéficier d'une diversité de points de vue. Les Américains s'en félicitent, mais ne la possèdent pas.
Ils n'en font pas tout un plat, parce qu'ils l'ont déjà. Ainsi, ils sont capables de s'appuyer sur des perspectives diverses, dont beaucoup s'accordent, à gauche, à droite et au centre, pour dire que bien sûr, leur relation avec la Chine doit se développer. Et l'énergie bon marché provenant de Russie facilite cela, accélère le processus, leur donne un coup de pouce, parce qu'ils peuvent désormais, puisqu'ils sont devenus un pays manufacturier important. Je veux dire, l'Inde n'est pas au niveau de la Chine, et ne le sera pas avant un certain temps, mais elle prend de l'importance. Elle a donc besoin d'énergie. C'est un pays en développement. Il lui faut beaucoup d'énergie. La Russie est en mesure d'en fournir. L'idée que l'Inde, pour satisfaire la Grande-Bretagne et l'Occident, sacrifierait sa propre croissance et son développement est absurde. Que cela puisse même traverser l'esprit d'un journaliste montre à quel point ces journalistes sont déconnectés de leur pays d'origine et prisonniers de la mentalité coloniale. Bien sûr, M. Besson, il ne sait même pas écrire « colonie », donc il n'intégrera pas cette notion dans sa réflexion. Il se contentera de regarder des chiffres en se disant « Tiens, l'Inde gagne beaucoup d'argent. » Remarquez-le encore. Il était fasciné par la marge de 10% sur les armes. Maintenant, il est fasciné par le fait que le pétrole russe à prix réduit enrichit des familles indiennes. Bien sûr que c'est le cas. Mais encore une fois, c'est la dimension la moins importante. Mais pour M. Besson, c'est ce dont il veut parler dans les 30 secondes dont il dispose à la télévision nationale. On parle ici d'un véritable nain intellectuel. Je voudrais ajouter la dimension de la balance des paiements à ce commerce indo-russe. Vous avez souligné que des familles s'enrichissent parce que le pétrole russe est moins cher pour l'Inde que le pétrole étranger. Mais l'aspect le plus important, c'est que les paiements sont libellés dans leur propre monnaie. Le résultat, c'est que la Russie a accumulé un très grand volume de roupies indiennes, probablement plus qu'elle n'en a besoin. Mais elle accepte tout de même cette situation afin d'établir le principe d'échanger dans leur propre monnaie plutôt qu'en dollars. Eh bien, cela s'est répandu dans le monde entier. La Chine a particulièrement pris la tête de tout cela. Et l'un des résultats est que, du fait que la Chine détient des devises étrangères qu'elle reçoit en paiement de ses exportations, ses avoirs en dollars sont tombés à leur plus bas niveau depuis 20 ans, environ 750 milliards de dollars. Elle réduit donc ses réserves en dollars. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si l'Amérique attaquait réellement le Venezuela. Ce serait le signe que c'est la première étape. Aujourd'hui le Venezuela, demain les BRICS. On peut imaginer les pays des BRICS accélérer leur fuite hors du dollar. Ils diraient, eh bien, comment l'Amérique a-t-elle commencé toute cette guerre avec le Venezuela? Elle a confisqué les investissements du Venezuela aux États-Unis, détenus par le gouvernement, par la compagnie pétrolière, dans la distribution pétrolière qu'elle possédait ici. Et il a ordonné à sa marionnette, la Grande-Bretagne, la Banque d'Angleterre, de confisquer l'or du Venezuela et de le remettre à M. Guaido, que l'Amérique avait désigné comme président. Eh bien, le reste des BRICS, c'est au premier plan de leur mémoire. Ils disent, d'accord, nous connaissons la montée en puissance de la procédure d'escalade, et s'ils sont déjà passés à l'action militaire au Venezuela, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils commencent à nous attaquer financièrement. Il va y avoir une accélération de l'éloignement du dollar. Eh bien, Trump s'en réjouit parce qu'il pense qu'une baisse de la valeur du dollar va aider à la réindustrialisation américaine. Mais ce ne sera pas le cas. Mais je pense que c'est fondamentalement la clé de tout cela. Et à ce propos, je voudrais souligner, puisque nous parlons de la balance des paiements, sujet sur lequel je finis toujours par revenir. Vous assistez à l'effet des mouvements de capitaux, de l'argent spéculatif, des flux financiers dans la détermination du prix du dollar.
Tous les jours, les gros titres de la presse financière américaine annoncent que Trump veut limoger le président de la Réserve fédérale pour forcer la Fed à baisser les taux d'intérêt. Eh bien, CNBC a annoncé mardi quelque chose de très intéressant. Trump a investi 100 millions de dollars de son propre argent dans l'achat d'obligations municipales et d'obligations d'entreprise. Il a acheté ces obligations qui offrent des taux d'intérêt assez élevés. Et s'il parvient à remplacer le patron de la Fed ou à le contraindre à baisser les taux d'intérêt, cela va générer un énorme gain en capital pour Trump. Cela pourrait faire passer ces 100 millions à 200 millions de dollars. Ainsi, Trump met sa fortune personnelle au service de cette manipulation de la politique étrangère américaine. Et vous pouvez croire que pour lui, avec sa vision à court terme, sa fortune personnelle passe avant la stratégie américaine. Et dans le cas de Trump, tout cela a tendance à converger. Vous assistez donc à une guerre financière américaine contre le reste du monde en disant « Nous allons baisser la valeur du dollar ». Cela signifie que si vous détenez des dollars américains dans vos réserves de change, à mesure que nous baissons les taux d'intérêt ici, ces dollars vont valoir de moins en moins dans votre propre monnaie. Ainsi, vos banques privées, votre banque centrale, vos entreprises qui détiennent des soldes en dollars vont tout afficher une perte dans leur bilan de profit et perte et dans leurs états de patrimoine. Ces manœuvres financières visent à affaiblir la résilience financière des autres pays. Et c'est une dimension qui est laissée de côté dans le débat, car l'analyse de la balance des paiements n'est pas un sujet enseigné dans les universités américaines et encore moins discuté dans la presse grand public. Oui, et juste une note en passant. Si la Russie accumule de la monnaie indienne grâce à ses exportations de pétrole vers l'Inde, il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que la Banque centrale russe est en train d'y réfléchir. Il serait intéressant d'utiliser ces roupies pour stimuler la production en Inde de biens que la Russie devrait autrement produire elle-même, ou pire encore, qu'elle devrait importer d'Europe occidentale ou des États-Unis. Elle n'en aura pas besoin. Elle pourra s'appuyer sur l'Inde. En d'autres termes, cela permet aux BRICS de s'entraider en ouvrant les canaux de circulation monétaire entre eux. Ainsi, les roupies vont en Russie pour le pétrole, puis de la Russie retournent en Inde pour des exportations. Ou peut-être pas. Peut-être que les roupies seront acceptées par les Chinois pour payer les biens qu'ils exportent vers la Russie, parce que les Chinois savent qu'ils peuvent les utiliser pour acheter, qui sait quoi, en Inde, recréant ainsi ce qui a permis à toutes les autres monnaies, y compris le dollar, de devenir plus importantes que là où elles ont commencé. Et cela fait partie de l'histoire des BRICS, remplaçant l'Amérique dans le récit impérial. Et c'est implacable. Et c'est bien plus puissant que tout ce qu'ils peuvent faire en Azerbaïdjan, au Venezuela ou en Syrie. Ça peut sembler bien, peut faire un bon titre ici, Michael a raison là-dessus, mais cela ne s'arrête pas. De la même manière que la guerre en Ukraine n'a pas arrêté tout ce qui a mené à cette guerre. Ils ont raison, cela continue. La guerre a commencé, la guerre s'est développée, et maintenant, la guerre se termine. Et les autres processus dont nous avons parlé, ils continuent leur chemin. Formidable, Richard. Maintenant, ils peuvent nous traiter de marionnettes de Modi. Oui, cela fonctionnerait. Sauf qu'en Amérique, vu notre niveau d'information, personne ne sait qui est Modi. C'est notre avantage. Oui, nous allons être pro-Inde. Ils vont dire que nous sommes pro-Inde. Merci beaucoup, Richard et Michael, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci.